C'est donc un Jean-Luc Mélenchon en campagne qui est en Guadeloupe depuis mardi. Lors de son grand meeting au Royal Riviera du Gosier hier soir, le leader de la France insoumise a d'ailleurs détaillé son programme pour la présidentielle 2022 en multipliant les parallèles entre l'Hexagone et l'Outre-mer. Nicolas Ledain a condensé les constats posés par le candidat Mélenchon. Et oui, car la Guadeloupe est un baromètre pour Jean-Luc Mélenchon, venu prendre la mesure de la France, a-t-il indiqué hier soir. Une posture qu'on a d'ailleurs retrouvée tout au long de ce discours de campagne. Les Outre-mer comme loupe des enjeux hexagonaux, cela aurait été la ligne directrice de ce meeting. La pollution au chlordécone pour illustrer celle des cours d'eau et des océans. La misère sociale locale pour démontrer que la tension s'accumule aussi outre-Atlantique. Le diabète et l'obésité, des épidémies locales qui arrivent au national, a estimé Jean-Luc Mélenchon, et qui démontrent les conséquences d'une chaîne alimentaire déséquilibrée du producteur au consommateur. Et enfin l'eau, dossier dont s'est emparée la France insoumise, qui représente le mépris du pouvoir selon le parti, avec une promesse, celle de régler le problème par l'État et de condamner les responsables le moment venu. Une fois ce constat posé, Nicolas, qu'est-ce qui est proposé pour l'Outre-mer ? Eh bien, il y a un engagement, celui de considérer leur importance stratégique qui permettent à la France d'avoir le deuxième territoire maritime au monde. Sur ce point, le candidat Mélenchon en avait déjà fait un élément central de son programme en 2017. Ensuite, 3 priorités ressortent. 3 autonomies. Alimentaire, en relocalisant la production vivrière et en prônant une agriculture raisonnée, avec pour préalable la dépollution des sols. Énergétique aussi, on oublie le nucléaire et les solutions fossiles pour la biomasse, la géothermie, l'éolien offshore, mais aussi les fonds marins, source d'un froid réutilisable selon le candidat. Et enfin sanitaire, une formation locale de bout en bout de nos professionnels pour assurer une prise en charge qualitative. Des solutions de long terme qui vont permettre de faire naître de nouvelles filières et donc de l'emploi selon Jean-Luc Mélenchon. Et pour ce qui est de créer des postes, la France insoumise s'engage aussi sur une titularisation des contractuels de la fonction publique et des recrutements. 480 postes, notamment dans l'enseignement en Guadeloupe, ainsi qu'un classement en éducation prioritaire. Un programme qui peut coûter cher, mais Jean-Luc Mélenchon a des solutions, promet-il. Les dividendes du CAC 40, 51 milliards l'an dernier, qui permettraient de régler de nombreux problèmes selon lui. Et outre la redistribution, il faut aussi rétablir la confiance envers les institutions chez nous, ce qui sera fait par la 6e République, si chère aux leaders des Insoumis, avec la prise en compte des particularités locales. Une formule prête à gouverner selon les mots du candidat. Reste à savoir si cela sera suffisant pour convaincre des ultramarins un peu désabusés par les grandes promesses nationales. Nicolas Ledain, bonjour Jean-Luc Mélenchon. Bonjour. Et merci à vous d'être en studio avec nous en direct sur RCI. On ne vous présente plus, leader de la France insoumise, candidat à l'élection présidentielle de 2022. Cela fait maintenant 2 jours, c'est votre 3e journée même en Guadeloupe. Vos équipes avaient préparé le terrain. La réalité que vous voyez aujourd'hui sur place est-elle celle que vous aviez imaginée ? Non, c'est pire. Mais en tout cas, d'abord, j'aurais salué la qualité du reportage que vous avez fait entendre juste avant, parce que c'était un résumé tout à fait remarquable d'un interminable discours depuis 1h15. Merci pour le Nicolas Ledain. Des fois, faut savoir reconnaître le talent et le dire et remercier. Bon, donc ça a été très bien dit et j'estime que vos auditeurs, dorénavant, ont une idée un peu plus précise de ce que je suis venu faire et dire. Non, je ne m'attendais pas, pour répondre directement à votre question, à un état d'exaspération aussi avancé que celui que j'ai observé. Et évidemment, ça rend plus compliqué tout, y compris pour un candidat, parce que, vous l'avez dit parfaitement il y a un instant, c'est que d'une manière générale, les gens finissent par dire tout ça, c'est tout parole verbale, et quoi qu'il arrive, rien ne changera dans notre vie, et je comprends qu'ils se le disent, parce que tout ce blabla sur la situation de l'eau, franchement, ça vous laisse pantois, quoi. Qui est capable de soutenir l'idée? Qui oserait dire dans l'Hexagone, écoutez, on va régler un problème d'eau, que vous avez plus d'eau, il y a des tours d'eau, etc. Mais vous allez voir, ça va le faire, ça va pas prendre plus de 10 ans. Mais c'est absolument impensable. Les gens, c'est tous les matins qu'il faut qu'ils se lavent, c'est pas dans 10 ans. Donc, il y a un état d'exaspération, il y a l'idée que la puissance publique ne fait rien ou rien vraiment qui mérite d'être retenu, et ça handicape beaucoup la discussion. En même temps, il y a une force d'enthousiasme qui existe dans les sociétés insulaires, c'est pas qu'ici, je l'ai constaté dans d'autres situations comparables, qui fait que les gens aussi sont prêts à se prendre de passion pour faire les choses. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais moi, j'ai pas dit aux gens, je vous promets ceci et cela. Je leur ai dit, écoutez, si je gagne, voilà ce qu'il va falloir que vous fassiez. Ce qui change un peu sur le ton. Je leur ai dit, il va falloir que vous soyez dans un état d'autonomie alimentaire. Parce que le changement climatique fait que maintenant, les changements climatiques plus les pandémies, à intervalles réguliers, vos liaisons vont être coupées. Donc, demandez-vous qu'est-ce qui est absolument indispensable. Manger, se soigner,
et avoir de l'énergie. Voilà. Alors, tout à l'heure, dans vos titres, vous annoncez le travail qui va se faire sur la soufrière. Je crois que la Guadeloupe doit pas passer à côté de ça. Je l'ai évoqué hier soir. Je suis très mécontent qu'on ait vendu la centrale, et je vais rajouter dans mon programme, ou en tout cas dans celui qui est dans ma tête, le fait que si nous gagnons, nous renationaliserons l'entreprise et la centrale de là-bas de Bouillante, que je suis allé visiter la dernière fois que je suis venu ici, donc j'ai vu à peu près comment ça marchait. Le gars qui s'occupait de ça était super compétent. C'est un type qui s'était occupé avant de chaudron et de la propulsion d'un sous-marin nucléaire, donc il n'y a pas au-dessus. Pour ce qui est de la technicité. Alors vous donnez quelques lignes de votre programme. On peut revenir sur l'eau un instant, Jean-Luc Mélenchon. Alors vous dites c'est compliqué de promettre un rétablissement de la situation sur 10 ans. On a un plan d'action prioritaire qui a été adopté. On a des dizaines de millions d'euros, 71 millions d'euros qui ont été mis sur la table par l'État en 2018. Ça continue. On a ce nouveau syndicat qui naît cette année. Vous, Jean-Luc Mélenchon, que feriez-vous pour remettre de l'eau dans les robinets demain ? Moi, je trouve que c'est une situation d'exception. Là, vous venez de mentionner des chiffres. Alors, évidemment, 71 millions, on dit, ça fait beaucoup de sous. Bah oui, d'accord, mais c'est rien. À côté du besoin. Et puis, franchement, si nous étions en train de discuter d'un satellite ou de je ne sais quoi de comparable, on dirait, là, c'est tellement compliqué, laissez-nous faire. Bon. Mais là, non, il s'agit de creuser des trous. On sait le faire. Rénover des canalisations. Il faut tout arracher. Il faut tout enlever, tout refaire. Donc, on refait tout, on sait le faire. On dit, écoutez, il y a une situation d'exception. On vous dit pas qu'on fera partout comme ça. Mais là, c'est pas possible. Les gens ne peuvent plus attendre. Donc, on vient avec les machines qu'il faut, avec les ingénieurs qu'il faut. On voit la production locale qui, comme vous le savez, 600 millions, la rénovation du réseau, me souffle Nicolas Ledin. D'ailleurs, il est partout, Nicolas Ledin. Non, c'est plus que ça. Il y en a pour 1 milliard si on refait le tout. Donc c'est beaucoup d'argent, mais peu importe, parce que c'est pas vraiment beaucoup d'argent. Je sais que je vais choquer ceux qui nous écoutent, mais nous pourrions avoir des fonds européens à proportion d'une situation d'exception. Alors bon, on aura un moment de honte à passer. Comment ça se fait que nous, Français, on ne soit pas fichus d'avoir l'eau courante dans un de nos territoires, mais une fois que c'est fait, après on discute. Les Français donnent 9 milliards ou 10 milliards de plus qu'ils ne reçoivent de l'Union européenne. Bon, on peut donc arriver à se faire entendre, à dire on en a besoin d'un pour faire le travail. Après, on amène les machines, on travaille avec les entreprises locales, parce qu'à mon avis, une affaire comme ça prend 1 an ou 2. Les entreprises locales, on nous a dit hier, elles sont capables d'absorber à peu près 30 millions de travaux par an. Donc ça ne correspond pas à la masse de ce qu'il y a à faire. Donc il faut qu'elles y soient, elles auront de la visibilité, donc elles pourront acheter les machines et embaucher le personnel pour des segments du chantier. Mais pour le reste, c'est à l'État de prendre ça en charge. Et voilà, c'est quand même pas la mer à boire que d'installer un réseau de canalisation. Enfin, si on devait mettre l'électricité partout, on y arriverait. Donc faisons-le pour l'eau. Voilà ce que je veux dire aux gens. Ne croyez jamais, n'acceptez pas l'inacceptable. Moi, je serai à votre place. Je sais pas comment je supporterais un truc pareil, de pas trouver de l'eau à mon robinet pour ma douche, pour les besoins. Il y a une dame. Vous l'avez dit, Jean-Luc Mélenchon, c'est pour vous interroger sur tous les points que l'on peut aborder avec vous. Malheureusement, le temps nous sera compté pendant ce journal. Vous l'avez dit, il y a une très forte exaspération sur ce territoire. Vous avez en tout cas rencontré beaucoup de gens exaspérés. Les Outre-mer représentent un vivier de voix, tout de même assez prisé des candidats. On ne peut s'empêcher de demander si la crise sociale que nous traversons depuis plusieurs semaines maintenant n'était pas aussi une occasion à ne pas manquer pour le candidat que vous êtes. Bon, écoutez, il faut pas mépriser la démocratie. Parce que je suis pas un marchand de savonnettes, j'ai rien à vendre. Je suis pas à un âge où je fais une carrière. Donc, dire, il y a une situation sociale tendue, je viens, j'exprime un point de vue, je montre comment sortir, c'est noble et digne. C'est respecter mes compatriotes. Il y a une campagne présidentielle, je viens en Guadeloupe présenter mon programme, ça montre que je respecte les gens, je leur explique. Alors, vous faites campagne? Oui, ça s'appelle la démocratie. Sinon, quelle raison aurais-je de battre les pavés comme ça? Je ne suis pas un témoin de Jéhovah. Je suis un homme politique en campagne pour changer la vie de mon pays. Et les territoires insulaires et les territoires éloignés, comme la Guyane, comme je l'ai dit, sont des états exagérés de ce qui est en train de se passer dans l'Hexagone, donc y compris pour l'esprit, pour l'intellectuel que je suis. C'est assez fascinant de capter dans une réalité locale des enseignements qui valent pour tout le pays. Quel mal y a-t-il à ça? Pourquoi serais-je suspect? Non, c'est tout le contraire. Ça montre que je fais de la politique d'une manière vivante et correspondant à ce que font les gens. D'ailleurs, j'ai eu de très bons retours, vous savez. Moi, je m'y attendais pas. Je m'attendais parce que je connais la musique. Vous aviez fait 24% au premier tour de 2017, c'est tout vrai. de même. Oui, vous étiez arrivé deuxième derrière Emmanuel Macron. Vous ça attendiez quand m'étonnerait même que la fois prochaine, ça soit lui qui arrive devant moi, parce qu'ils vont le déchouquer, puis bien.
Jean-Luc Mélenchon, vous dites que vous êtes vacciné, que vous êtes favorable au vaccin, que vous croyez à la science et que c'est d'ailleurs pour cela que vous êtes favorable au vaccin, mais que vous êtes contre l'obligation vaccinale. Quelle serait votre solution pour éviter des vagues successives chez nous, sachant que nous avons à peu près 100 000 personnes qui souffrent de comorbidité, en tout cas, qui seraient particulièrement en danger avec cette épidémie? Alors, commençons par le commencement. Le vaccin, je suis vacciné et je me bats avec Lula du Brésil et d'autres syndicalistes du monde entier pour que dans le monde entier, les gens puissent accéder au vaccin et qu'il y ait des licences libres. Donc, je le redis simplement pour que les gens arrivent à me situer. Maintenant, je suis quelqu'un qui part des organismes internationaux, de ce qu'ils disent. L'Organisation mondiale de la santé dit on peut pas rendre ce vaccin obligatoire, il ne faut pas le faire. Il faut convaincre plutôt que contraindre. Alors ici, apparemment, on n'a pas beaucoup convaincu. Alors il y a eu beaucoup de choses qui ont circulé, beaucoup de fake news sur les réseaux, évidemment. Oui, mais il ne faut pas non plus mépriser les gens. Parce que s'ils agissent d'une manière et pas d'une autre, vous n'êtes pas leurs parents, et nous sommes dans une société de liberté. Donc les gens sont maîtres de leur vie et décident pour eux-mêmes. Il faut plutôt se demander, quand on est convaincu de quelque chose, comment convaincre les autres, et se demander pourquoi ils agissent de cette manière. Vous avez rencontré des soignants d'ailleurs qui ne sont pas vaccinés. Oui. Est-ce que vous avez rencontré des soignants vaccinés? Je crois qu'il y en avait parmi eux, parce qu'au début, quand je suis arrivé, il y avait une pancarte qui disait ni une, ni deux, ni trois doses. Alors on s'est arrêté et j'ai dit au syndicaliste, mais est-ce que ça veut dire que vous êtes anti-vax? Et le gars m'a dit sans aucune difficulté, mais pas du tout, c'est pas le sujet. Nous ne voulons pas qu'on nous l'impose. Alors je vois bien que on en est tous au même point. C'est-à-dire de se demander pourquoi la masse des gens ne veut pas se vacciner, et on trouve des raisons qui sont profondes, qui tiennent aux mensonges de l'État jusque-là, dans le cas du chlordécone qui est connu ici de tout le monde, mais aussi une certaine perception d'un danger qui viendrait de la superposition du vaccin avec les effets morbides du chlordécone. Vous avez évoqué ça hier soir, en effet. Vous avez évoqué un lien entre chlordécone et vaccination, un lien d'une inflammation éventuelle. Alors, c'est pas moi, je suis pas médecin. Je suis pas médecin et je prétends pas l'être. Et je demande aux gens qui m'écoutent de ne pas prendre pour vérité ce que je suis en train de leur dire. Je leur explique ce qu'on m'a expliqué, une cardiologue m'a expliqué. Le chlordécone provoque un certain nombre d'inflammations qui ne sont pas toujours visibles. Ces inflammations ont un effet cardiaque et cet effet cardiaque peut avoir des mauvaises répercussions avec le vaccin. Écoutez-moi bien, vous autres qui m'écoutez, je suis pas en train de vous dire que c'est vrai ou que c'est faux. Je vous dis juste qu'on m'a expliqué ça et que je me suis dit, ah bah tiens, je comprends pourquoi les gens sont si réticents. Bon, ça c'est une chose, mais partons du départ. Si l'OMS nous dit on peut pas contraindre, donc ça sert à rien d'être des hypocrites et de dire vous allez faire un pass sanitaire et vous l'aurez que si vous êtes vacciné. Ça revient à obliger à se vacciner. Et d'autant que le pass sanitaire, à mon avis, est une illusion dangereuse. Vous croyez une fois que vous l'avez que ça craint plus rien. Mais c'est pas vrai. Et donc sur quoi on pourrait compter, Jean-Luc Mélenchon, pour éviter ces vagues successives? Alors il faut être un peu humble, aller faire un petit tour en Afrique. Et vous allez voir des sociétés qui vivent en état de pandémie permanente. Donc, ils adoptent un certain nombre de comportements, de gestes, d'actes. Les gestes barrières, le port du masque, par exemple? Moi, ce que je peux vous dire, c'est pour la métropole. J'ai demandé à Elie Domota, comme je lui disais, nous, on a des propositions, on sait qu'elles fonctionnent dans l'Hexagone. Par exemple, on part pas tous au boulot à la même heure, donc tout le monde s'empile pas sur les quais de gare. Ensuite, au travail, on demande aux travailleurs de faire des collectifs sanitaires pour dire dans quelles conditions ils peuvent faire leur boulot, dans les meilleures conditions sanitaires. Ensuite, les purificateurs d'air dans toutes les salles, parce qu'ici, ça vous fait rien d'ouvrir les fenêtres, mais imaginez-vous dans l'Hexagone, ouvrir les fenêtres toutes les heures, comme on se gèle en hiver. Et puis, j'ai comme ça une série. On avait appelé ça la société du roulement. Vous savez ce que c'est, il faut bien trouver des mots. Et je dis à Domota, et vous avez ici une des alternatives? Il me dit oui, on ne demande qu'à en discuter. Alors, c'est là qu'il y a un problème ici. Enfin, personne ne veut parler, c'est inouï une chose pareille. Je n'ai jamais vu de ma longue vie d'élu une pagaille pareille. Ah oui, concernant le lien avec les élus. Alors, on va revenir sur la discussion concernant la crise sociale. Vous parliez du fait de convaincre sur la vaccination, que ces personnes, en tout cas les autorités, n'ont pas été, tous se protéger, assez convaincantes, convaincre qu'il faut se protéger, mais que les autorités qui appellent à se faire vacciner n'ont pas été convaincantes sur ce sujet-là. Je vous propose d'écouter sur ce point un pédiatre, il s'appelle José Perianin, pédiatre et animateur d'émissions de santé publique d'ailleurs. Et selon lui, en effet, il va falloir faire preuve de pédagogie. On l'a notamment interrogé sur la vaccination qui est aujourd'hui ouverte à certains enfants, d'ailleurs, à partir de 5 ans, des enfants particulièrement à risque, au contact de personnes à risque. Le pédiatre que je suis est très attaché à la notion de prévention. Et il sait ce que la vaccination a apporté aux enfants. Il y a 40 ans, on mourait encore de poliomyélite, de tétanos, de diphtérie chez nous. Beaucoup. Maintenant, les plus jeunes, y compris les jeunes médecins, ne savent même plus ce que c'est que ces maladies.
Donc, on sait ce qu'on doit à la vaccination, en pesant toujours le bénéfice-risque. On sait aussi avoir une approche rationnelle avec les parents pour que les personnes puissent prendre leurs décisions. Et jusqu'ici, pour les autres vaccinations, on n'a jamais de problème. C'est l'expérience qui nous le dira dans quelques jours, parce que les gens vont arriver avec des a priori. À nous de les informer comme il faut, et je pense que toute personne qui a confiance en son médecin, qui a confiance en la science, devrait pouvoir accepter cette vaccination, surtout si la maladie traîne. C'est une des façons de diminuer la transmission par les enfants pour diminuer le réservoir viral dans toute la population. Jean-Luc Mélenchon, c'est bien, une petite réaction ? C'est clair, c'est intéressant, c'est pédagogique, c'est respectueux. Voilà comment il faut travailler. À mon avis, c'est comme ça qu'il faut faire. Alors on explique aux gens, pas leur montrer du doigt, les traitant de tous les noms, bon, ça c'est pas bon. Je vous ai dit mon attitude à l'égard du vaccin. Comprenez aussi que maintenant on est dans une situation où on fait attention à la façon de parler. Parce que moi je dis je suis vacciné, mais je dis pas aux gens vous devez faire comme moi parce que c'est la seule chose intelligente qu'il y a à faire, ça marchera jamais. Donc je dis écoutez, voilà pourquoi je me suis fait vacciner, pour diminuer le risque. Alors les gens regardent oui non, ils savent pas trop. J'ai des enfants comme vous, ils sont grands. Même ils ont des enfants, donc j'ai des petits-enfants, j'aime mieux être à ma place qu'à la leur pour prendre des décisions à cette heure. Parce que tout le monde, dites les choses franchement, tout le monde est mal à l'aise avec cette affaire. Alors en tout cas, moi, ma responsabilité politique, c'est de dire, ça ne sert à rien de mettre les gens en cause, il faut convaincre. Et il faut convaincre pas seulement en leur laissant croire des choses qui ne sont pas. Le vaccin ne suffira pas, lui tout seul, à nous protéger. Il faut réorganiser notre vie quotidienne avec les gestes et les actes qui nous permettent de nous protéger. Il faut pas avoir peur, des fois, d'utiliser la médecine traditionnelle, parce qu'elle a fait aussi ses preuves. Qui n'est pas prouvé scientifiquement, on est d'accord ? Non, mais oui. Pour certains, en tout cas, concernant le Covid-19, on... Ah oui, bien sûr. On est d'accord. Oui. Alors, pour avancer encore une fois... Pardon. Non, mais je veux pas me faire le défenseur d'autre chose que ce à quoi je crois moi. Mais non, la parce médecine... que vous l'avez évoqué, cette médecine traditionnelle hier pendant votre émission. Je suis pied noir, donc comme tous les pieds noirs en carence de vitamine D, je suis donc sous traitement de vitamine D depuis longtemps. J'aime mieux vous dire que ça m'a renforcé mes défenses. J'ai traversé tout ça comme une fleur, jusqu'au jour où j'ai été vacciné, n'est-ce pas? Donc il faut pas non plus mépriser complètement. C'est pas scientifique comme attitude. Une alimentation saine contribue à une bonne santé, à de bonnes défenses immunitaires. Voilà, Dites-moi, Jean-Luc Mélenchon, on va avancer sur la question la cannelle, vous aimez bien la cannelle? Oui, moi beaucoup. On va avancer sur ces discussions que vous avez évoquées tout à l'heure, des discussions compliquées, avec une invitée dans ce débat, la question de l'autonomie. Vous en pensez quoi? C'est arrivé comme un cheveu sur la soupe. Et ici, y compris les gens qui sont les plus autonomistes et même certains indépendantistes, n'ont pas marché dans le piège. Vous nous dites, attendez, c'est pas de ça dont on vous parle. On vous parle des problèmes qui sont liés à la crise sanitaire. Comment la régler? Quelle est la personne? Écoutez, nous sommes le seul groupe à avoir voté contre l'extension à l'outre-mer de la nouvelle loi d'urgence sanitaire. Et là, en janvier prochain, nous présenterons une loi pour abolir les pleins pouvoirs sanitaires. Pourquoi? Parce que nous n'avons jamais cru à cette histoire de passe sanitaire. Alors, commençons par régler ça. Qui a trouvé cette idée bizarre d'enlever 15% du personnel de l'hôpital public parce qu'ils sont pas vaccinés? Alors on les met dehors, résultat, il n'y a plus rien qui marche. Et la situation est pire après qu'avant. 600 médecins et personnels libéraux suspendu et mis à pied. Bon, tout ça n'est pas sérieux. C'est ça que je me contente de dire. Je me crois pas plus malin que vous, madame, et vous tous. Mais je vous dis que si des gens désorganisent tout, faut pas qu'ils s'étonnent après que ce soit la pagaille et que les gens soient exaspérés. C'est ça qui se passe. Alors l'autre, il arrive, il dit, tiens, on va parler d'autonomie. Puis il accompagne ça d'une phrase extrêmement provocatrice. Il dit, vous voulez, j'ai compris, vous voulez moins d'égalité. Ben, pas du tout. Si vous voulez appliquer la loi, monsieur Lecornu, et faire plus d'égalité, allez-y, appliquez ça à l'eau, appliquez ça au sucre, appliquez ça à toutes les autres questions qui empoisonnent la vie des gens sur ce territoire. Donc je pense qu'il a eu une attitude très provocatrice. Maintenant, puisque vous me parlez d'autonomie, je suppose que vous voulez connaître mon point de vue sur la question. Mais c'est tout à fait la question. Oui. Non, mais j'ai quand même le contexte à son importance. Donc avec des chiffres à rectifier, cependant, sur les suspensions, notamment les 15%, c'est moins quand même. On est à 80... Enfin, on va reprendre les chiffres, mais peu importe. On va avancer sur la question de l'autonomie. Alors, si peu importe, pourquoi vous en parlez? Non, mais moi, on m'a dit, vous savez, je ne me mène pas de guerre de chiffres avec vous, c'est vous qui avez raison. Mais moi, on m'a dit 85% sont vaccinés, donc 15% ne sont pas, donc ils sont suspendus. Les gens, hier, m'ont dit 600 libéraux. Non, les chiffres ont évolué, c'est ça que je voulais dire ces dernières semaines. Tant mieux. Alors, donnez-nous
votre avis sur l'autonomie? Alors, l'autonomie, c'est un grave et important sujet. On a bien compris à mon point de vue. Je dis pas c'est le sujet d'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui, c'est l'eau et la crise sanitaire. Mais nous avons une situation où il faudrait que tout le monde se rende compte d'une réalité. L'État unitaire n'existe plus en France. La Polynésie française a un gouvernement. Le territoire de la Nouvelle-Calédonie a un congrès, la Corse a une assemblée, la Guadeloupe en a 2, la Martinique en a 1, ainsi que la Guyane. Donc nous avons une organisation administrative de l'État complètement différente partout. Alors il n'y a rien qui s'oppose à ce qu'on discute de la façon de faire évoluer tout ça. Mais moi, je prends la question par un bout par lequel on ne la prend pas d'habitude. D'abord, je suis prêt à admettre la revendication des Corses concernant l'application de l'article 74 de la Constitution, qui leur donnerait les mêmes pouvoirs que la Polynésie française. Je règle cette première question. Mais après, à tous les autres qui sont autonomies, je leur dis, écoutez, vous n'allez pas parler que pour votre territoire. Vous devez parler pour la France. Donc, quelle idée vous vous faites de la France? Comment on doit organiser tout ça? Et j'ai constaté que quand on pose le problème comme ça, tout d'un coup, il n'y a plus de rapport dominant-dominé dans la discussion, il n'y a plus l'embarras des postures coloniales que certains ont parce qu'ils peuvent pas s'en empêcher, et il y a une discussion égalitaire. Moi, je suis intéressé à savoir ce que pense un Guadeloupéen de ce qu'il faut faire en Guyane ou en Martinique et vice-versa. Donc, on a vraiment un beau débat devant nous pour réorganiser la France. Par exemple, moi j'ai dit que sur le territoire de la métropole, les régions qu'on a inventées servent strictement à rien, n'ont aucun sens. Il y a 13 régions invraisemblables. Vous vous retrouvez à Clermont-Ferrand et Biarritz sont dans la même région, ça n'a aucun sens. Bon, et je dis donc là, on va arrêter tout ça et on va réorganiser et donner comme structure régionale en France les bassins versants. C'est-à-dire que toutes les régions seront d'abord responsables de la qualité de l'eau qui passe sur leur territoire. Vous voyez, c'est une idée qui consiste à organiser en fonction d'une réalité géographique. Vous êtes des îles, enfin, il y a que les gens bornés qui comprennent pas qu'une situation insulaire engendre des particularités et puis des manières spéciales de gérer les affaires. Ah oui, mais une fois qu'on a dit ça, je suis d'accord, autonomie, etc. Mais oui, mais dites donc, il n'y a pas que ça. Lesquelles lois seraient différentes? Les lois sur les libertés individuelles? Non. La défense nationale? Non plus. Les affaires étrangères? Non plus. Donc on voit que c'est pas parce qu'on a dit autonomie qu'on a réglé tous les problèmes qu'on aurait à traiter. Mais c'est un sujet passionnant. Je tiens pour la 6e République. On discutera aussi de ça. Et puis moi, j'organiserai le congrès des territoires. Et je vous garantis que ça sera intéressant parce que tous ceux qui arrivent de la Caraïbe et qui sont au contact des Amériques, eux, ils ont sous les yeux des États fédéraux. Donc, ils ont peut-être quelque chose à nous apprendre. Merci, voilà, Congrès des territoires. Merci Jean-Luc Mélenchon d'avoir été notre invité. Merci de m'avoir invité.